Dessiner les structures de Lewis de molécules simples comme H2O ou CO2 est relativement simple. Mais qu'en est-il pour les molécules plus complexes comme H2CO3 ou H3PO4? Heureusement, il existe quelques règles d'écriture qui nous faciliteront le travail. En premier lieu, quand on cherche à écrire une structure de Lewis d'une molécule complexe, on doit d'abord identifier l'atome central, celui autour duquel sont rattachés la plupart des autres atomes de la molécule. La très grande majorité du temps, cet atome central aura les caractéristiques suivantes. Il doit faire plusieurs liaisons. C'est un élément des familles du carbone, de l'azote, de l'oxygène ou des halogènes, mais ce n'est pas le fluor, car contrairement aux autres halogènes, le fluor ne peut faire qu'une seule liaison. Finalement, c'est l'atome le moins électronégatif parmi ceux de la molécule, et c'est rarement l'oxygène, sauf dans le cas de l'ozone de formule O3. Voici quelques exemples de molécules plus complexes qu'on peut dessiner avec une structure de Lewis. Dans tous les cas, l'atome central a été écrit en rouge. Dans tous ces exemples, l'oxygène est rattaché à l'atome central et chaque hydrogène est lié à un oxygène. Un peu comme dans un arbre de Noël, l'atome central joue le rôle du tronc, l'oxygène est la branche et l'hydrogène est la boule accrochée à la branche. Prenons un exemple, le H2SO3, pour voir en détail les règles d'écriture des structures de Lewis. On commence en calculant la somme de tous les électrons de valence de cette structure à l'aide du tableau périodique. Si on a des charges positives, comme c'est le cas dans NH4+, on devra enlever un électron. Mais si on a plutôt une charge négative, comme avec ClO4-, on devra plutôt ajouter un électron supplémentaire. Dans le cas de H2SO3, comme il n'y a pas de charge, on n'a pas ajouté ou enlevé d'électrons. Alors, si on regarde au niveau du soufre, on a 6 électrons de valence selon le tableau périodique. Au niveau des oxygènes, 3 atomes d'oxygène, chacun ayant 6 électrons de valence, alors un total de 18 électrons de valence pour les oxygènes, et finalement les 2 hydrogènes, un total de 2 électrons de valence. Pour H2SO3, on a 26 électrons à placer sur la structure. Après avoir identifié l'atome central qui est le soufre dans ce cas, on doit dessiner une structure squelettique qui place correctement dans l'espace tous les atomes. On place le soufre au centre et les 3 oxygènes sur cet atome central. Les 3 hydrogènes étant périphériques, on les place sur chacun des oxygènes, comme on le faisait avec notre arbre de Noël, et on obtient ceci. On place des doublets autour de chaque atome périphérique en priorité pour que chacun puisse atteindre l'octet. C'est un peu normal puisque les atomes périphériques, comme l'oxygène ici, sont des atomes électronégatifs et il est normal qu'ils acquièrent les électrons de la structure en priorité. Souvenez-vous aussi que les lignes représentent les liaisons qui sont formées de 2 électrons et que l'hydrogène cherche à s'entourer de 2 électrons aussi car il respecte la règle du doublet. On obtient cette structure. Ici, chaque oxygène s'entoure soit de 2 liaisons et 2 doublets libres, soit d'une liaison et 3 doublets libres. Dans chaque cas, on retrouve 4 paires d'électrons. Alors, l'oxygène respecte toujours l'octet. Il nous reste maintenant à placer les électrons de valence restants sur l'atome central. On avait au départ, si vous vous rappelez bien, 26 électrons à placer. Sur cette structure, il y a maintenant 5 liaisons et 7 doublets libres, soit un total de 24 électrons déjà placés. Il nous reste donc 2 électrons à distribuer qu'on placera en doublet libre sur l'atome central, comme ceci. Une fois tous les électrons de valence distribués, on vérifie pour les atomes autres que l'hydrogène si chacun respecte la règle de l'octet, soit qu'il s'entoure de 4 paires d'électrons. Comme on l'a déjà mentionné, tous les oxygènes s'entourent de 2 liaisons et 2 doublets libres ou d'une liaison et 3 doublets libres. Ils respectent donc l'octet. De son côté, le soufre s'entoure ici de 3 liaisons et 1 doublet libre. Il respecte aussi l'octet. Notre structure est terminée et tous les électrons sont distribués et tous les atomes respectent l'octet ou le doublet dans le cas de l'hydrogène. Si on avait plutôt essayé d'écrire la structure de H2CO3, on aurait procédé de la même façon et après avoir distribué tous les 24 électrons de valence de la molécule, on serait arrivé à la structure suivante.
Remarquez que cette structure ressemble beaucoup à celle de H2SO3 que nous venons tout juste de faire. Mais l'atome central, dans ce cas-ci, H2CO3, ne respecte pas l'octet et nous avons distribué tous les 24 électrons disponibles. Une façon de régler ce problème est de déplacer un doublet libre de l'oxygène qui ne fait présentement qu'une seule liaison vers l'atome central, comme ceci, pour former une liaison double. On obtient ainsi la molécule suivante. Dans cette représentation, tous les atomes respectent l'octet ou le doublet pour l'hydrogène. Nous avons dessiné la meilleure structure possible pour H2CO3. Une charge formelle apparaît dans une structure quand un atome possède un nombre d'électrons différent de son nombre normal d'électrons de valence que l'on retrouve dans le tableau périodique. Afin de calculer le nombre d'électrons qui appartiennent à un atome dans une molécule, on appliquera les deux règles suivantes. Première règle, une paire d'électrons formant une liaison est séparée également entre les deux atomes liés et ce, peu importe leur électronégativité. Et seconde règle, les doublets libres sur un atome n'appartiennent qu'à cet atome. Regardons maintenant, par exemple, les trois structures suivantes de l'ion sulfate SO4 2-. Calculons les charges formelles sur tous les atomes. Dans la première structure, chaque oxygène fait une liaison ainsi que 3 doublets. En séparant également les électrons de chaque liaison ainsi, on en arrive à un total de 7 électrons autour de chaque oxygène, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour chacun des oxygènes. Sachant que cet atome a normalement 6 électrons de valence, on doit accorder une charge formelle de -1 à cet oxygène ainsi que les trois autres puisqu'ils sont tous identiques. De son côté, le soufre n'a pas de doublet libre, mais 4 liaisons. En séparant ces liaisons, on retrouve 4 électrons de valence sur le soufre. 2, 3 et 4, soit 2 de moins que son nombre habituel d'électrons de valence. Le soufre a donc une charge formelle de +2. Ici, tous les atomes respectent l'octet, mais on a des charges formelles sur chacun des atomes. Remarquez aussi que la somme de toutes les charges formelles doit toujours être égale à la charge totale de l'ion. Ici, SO4 a une charge de -2. Si on additionne toutes les charges formelles, soit 4 fois -1 pour les oxygènes plus une charge +2 pour le soufre, on en arrive effectivement à une charge de -2. Dans la deuxième structure, celle du centre, on a déplacé un doublet libre de l'oxygène du haut vers l'atome central. Si on calcule les nouvelles charges formelles, on obtiendra pour l'oxygène du haut 2 liaisons ainsi que 2 doublets libres pour un total de 6 électrons. Cet atome n'a donc aucune charge formelle. Pour les trois autres oxygènes, nous avons tous une liaison ainsi que 3 doublets libres. Donc, nous avons un total de 7 électrons de valence, soit un de plus que le nombre normal. Chacun de ces trois oxygènes a donc une charge formelle de -1. Pour le soufre au centre, 5 liaisons, mais aucun doublet libre, soit 5 électrons au total, un de moins que les 6 électrons de valence normaux du soufre. L'atome de soufre a donc une charge formelle de +1. Dans cette structure, tous les oxygènes respectent l'octet, mais ce n'est pas le cas du soufre qui s'entoure globalement d'un total de 10 électrons. Finalement, dans la troisième structure, celle de droite, on a déplacé vers le soufre central un autre doublet libre, celui de l'oxygène du bas, pour former une nouvelle double liaison. Les nouvelles charges formelles sont les suivantes. Pour les oxygènes du haut et du bas, 2 liaisons et 2 doublets libres, soit 6 électrons au total. Ces atomes n'ont pas de charge formelle. Pour les 2 oxygènes de gauche et de droite, on a une liaison et 3 doublets libres pour un total de 7 électrons, un de plus que le nombre normal.
Chacun de ces deux oxygènes a donc une charge formelle de -1. Et finalement, pour le soufre au centre, 6 liaisons, mais aucun doublet libre, soit 6 électrons au total, comme son nombre normal d'électrons de valence. Le soufre n'a aucune charge formelle ici. Dans cette structure, tous les oxygènes respectent l'octet, mais pas le soufre, qui s'entoure globalement d'un total de 12 électrons répartis dans 6 liaisons. Alors, quelle structure est la meilleure d'après vous? Bon, en général, si vous avez plusieurs possibilités de structure, comme c'est le cas ici, la meilleure structure sera celle qui présente d'abord le minimum de charge formelle, et ce, même si la règle de l'octet n'est pas respectée pour l'ensemble des atomes. Sur cette base, la meilleure structure serait donc la troisième, puisqu'elle n'a que 2 charges formelles, contrairement à la première qui en a 6 et la seconde qui en a 4. Si un cas se présente où on n'a pas le choix d'avoir des charges formelles, il faut respecter quelques règles supplémentaires pour faire le meilleur choix de structure. Première règle, la structure la plus plausible doit avoir le minimum de charges formelles, comme on l'a déjà mentionné. Deuxième règle, les charges formelles négatives doivent être sur les atomes les plus électronégatifs, comme c'était le cas dans nos 3 exemples où les charges négatives étaient sur les oxygènes. Troisième règle, on doit éviter de mettre des charges de même signe sur 2 atomes adjacents, parce qu'on sait que les charges identiques se repoussent entre elles. Et finalement, toujours s'assurer que la somme des charges formelles dans une structure correspond bien à la charge globale de la molécule ou de l'ion. C'est une façon simple et rapide de vérifier si on n'a pas fait d'erreur dans la distribution des charges formelles.